C'est une manière, en fait, quand on a un peu moins de budget, d'arriver à créer l'événement, créer de la valeur, créer du contenu, d'être présent. Pour moi, aujourd'hui, le numérique, c'est une ouverture incroyable vers une transparence consommateur. C'est un outil fantastique. C'est quoi les limites de la digitalisation ou jusqu'où on peut aller dans la digitalisation de l'expérience ? Ok, alors la question à laquelle on va essayer de répondre dans la table ronde, et j'inviterai les participants juste après, c'est comment le numérique peut-il aider à relever les défis commerciaux ? Et parmi ces défis commerciaux, il y a effectivement le défi de l'influence. On vient de parler des chiffres de l'importance de l'influence. On a demandé à Diane Souker, connue sur Instagram sous son nom d'Alkia Loves Wine. Diane, c'est une des principales influenceuses dans le vin en France. Elle n'a pas pu être parmi nous, mais elle nous a préparé une vidéo de 5-6 minutes. Et ce qu'on lui a posé comme question, et ce que je lui ai posé comme question, c'est grosso modo comment est-ce qu'il faut s'y prendre avec les influenceurs, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les influenceurs pour qui s'intéressent à votre domaine, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis aussi on le verra, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour à tous et bienvenue à cette 3e édition de La Mêlée. Je m'appelle Diane, je suis connue sur les réseaux sociaux sous le nom de d'Alkia Loves Wine et je vais vous aider à y voir un peu plus clair sur comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent être utiles dans votre stratégie de communication. Alors, rien ne me prédestinait à finir sur les réseaux sociaux, et pourtant, je suis issue d'une formation technique, ingénieur agricole à Bordeaux. C'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert le vin. J'ai travaillé aux achats alimentaires d'un grand distributeur et j'ai eu l'opportunité de passer aux achats vin de ce distributeur. J'en ai profité pour tester mon appétence pour ce métier-là, qui était sur le papier censé être le métier de mes rêves. J'ai détesté, néanmoins ça m'a permis de me rendre compte que j'adorais évoluer dans l'univers du vin d'un point de vue professionnel et qu'il fallait absolument que je continue dans cette voie. C'est à ce moment-là que j'ai créé mon compte Instagram parce que c'était un réel besoin de parler de vin, de parler de ce produit que j'affectionnais tant, là où dans mon quotidien d'acheteuse de vin je ne parlais que de prix. C'était le 20 mai 2018, la date de mon premier post sur Instagram en tant que d'Alkia Loves Wine. À l'époque, je n'avais même pas de compte Instagram en perso et aujourd'hui, j'ai plus de 26 000 personnes qui me suivent. Un influenceur, pour moi, doit répondre à 3 critères. Le premier, c'est avoir une communauté d'une certaine taille. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que cette personne soit sollicitable par vous. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous un gros compte, mais qui ne réalise pas de partenariat et qui ne parle que des vins qui lui plaisent, ce n'est pas un influenceur. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour votre communication. C'est juste une personne qui parle de vin et qui est très suivie. Le troisième critère, c'est l'engagement. C'est-à-dire que si une personne est suivie par 50 000 personnes, mais que lorsqu'elle dit quelque chose sur les réseaux, lorsqu'elle poste quelque chose, et il n'y a que 3 pécores qui like, on ne peut pas dire que ce soit une personne qui ait de l'influence. Où se demander est-ce qu'il faut que je sois sur Instagram aujourd'hui, c'est exactement comme se poser la question il y a 20 ans de est-ce qu'il faut que j'ai un site internet? J'ai tout dit. Je suis l'exemple vivant qu'on peut cartonner sur les réseaux sociaux sans rien y connaître à la base. Règle numéro 1, la rigueur. À partir du moment où vous décidez d'aller sur les réseaux, vous y allez pour de vrai. Règle numéro 2, raconter des choses intéressantes avec des images percutantes. Que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, vous avez besoin d'un support visuel. Donc il faut un visuel qui corresponde à votre image de marque. Si vous voulez être dans le haut du panier, il vous faut des visuels qui soient à ce niveau-là. Troisième conseil, dans réseau social, il y a social. Tous les réseaux sociaux nécessitent d'avoir des interactions avec votre communauté cible. Si vous restez dans votre coin et que vous ne faites pas d'efforts pour aller vers les autres, pourquoi est-ce que les autres feraient un effort pour aller vers votre marque ? Il y a 2 manières de solliciter un influenceur. La première, c'est lui envoyer une bouteille et de se dire que peut-être il fera un post, peut-être pas, si jamais ça lui plaît. La deuxième option, c'est de le payer pour avoir une garantie de création de contenu. C'est cette option-là qui va être de plus en plus fréquente, d'une part parce que le milieu se professionnalise, d'autre part parce qu'il y a un cadrage réglementaire aujourd'hui qui est tellement restrictif, que ce soit d'un point de vue de la loi E20 ou d'un point de vue de la loi influenceur, qu'un influenceur ne s'embêtera pas à respecter toutes ces contraintes pour votre marque si jamais vous ne le payez pas.
Si jamais vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas avoir d'exigence. C'est-à-dire que si vous ne payez pas l'influenceur, vous ne pouvez pas lui imposer ce qu'il doit faire. Quand poster, quel hashtag utiliser, ce qu'il doit dire sur votre marque. S'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'obligation. Oh, deuxième truc, pensez qu'on fait tous la même chose. Il faut imaginer le réseau social comme un énorme kiosque à journaux. Dans ce kiosque, vous allez avoir Automoto, vous allez avoir Glamour, vous allez avoir Régal. Vous avez plein de titres qui ont chacun leur spécificité. Si vous n'aimez pas Glamour, ça ne veut pas dire que l'intégralité du kiosque ne vend que du glamour. Chaque influenceur a sa ligne éditoriale, sa manière d'aborder les choses, son identité graphique, son type de photo. Nous confondons avec des journalistes. Les moyens mis en œuvre et les besoins sont radicalement différents. Vous pouvez trouver des influenceurs à tous les prix possibles et imaginables. Ça peut coûter d'une centaine d'euros le post pour quelqu'un qui sera suivi par 4000 personnes avec un taux d'engagement de l'ordre de 3% à 1000 euros le post pour des dizaines de milliers de personnes qui suivent et un taux d'engagement équivalent. J'espère que cette intervention vous a plu. Si jamais de toute façon vous avez la moindre question sur l'univers de l'influence ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram Dalkia Loves Wine. Je vous répondrai avec plaisir. Bonne journée. Pour cette première partie de table ronde, Camille Mourouguin de Petit Béret, Laurent Capla de Bien Manger, Laurent Weinberg d'Adoc, voilà. Et je vous présenterai plus en détail. Et Adrien Tréchaud de Dans ma bouteille. Voilà. Et on va avoir un premier panel. Donc on va faire 2 tables rondes d'affilée. Une avec vraiment un focus sur tout ce qui est autour du e-commerce, de la prospection, du marketing en ligne. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser les outils numériques et le digital pour booster sa performance. C'est la première partie. Puis on fera une deuxième partie, je vous présenterai les intervenants, qui va être plus sur le no-tourisme. Okay, et le tourisme en général. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, on va commencer par faire un tour de table. Je vais vous proposer de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, ce que vous faites. Voilà. Et comme je vous l'ai dit aussi un petit peu, on essaie d'être dans la concision. Parce que je croyais qu'on avait 45 minutes par table ronde, mais en fait c'est que 30 minutes. Donc on va faire un peu plus court. Bonjour à tous. Camille Mourouguin de la société Le Petit Béret. J'interviens dans cette PME depuis 2017 dans le cadre évidemment du marketing et surtout du web marketing que je pourrais vous dévoiler un peu plus tard. En quelques mots, Petit Béret, c'est une société spécialisée dans les boissons sans alcool. On a commencé notre aventure avec des produits issus de la vigne, en tranquille, en effervescent. Et aujourd'hui, on est présent également sur des catégories de bières sans alcool, mais aussi de spiritueux. On est disponible à la vente en grande distribution. On travaille également un circuit CHR, restauration et caviste. Et on est présent dans une quarantaine de pays à l'export et également en digital, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Super, merci Camille. Laurent, le premier Laurent Capla. Et pour faire la transition, Le Petit Béret est présent sur bienmanger.com, qui est une épicerie fine en ligne, présente à la fois, qui propose une offre de gastronomie et une offre de cave, puisque ça va très bien ensemble. Bienmanger.com, c'est un site qui s'est créé il y a 23 ans, dans la région Occitanie, en Lozère plus précisément, et qui se développe depuis, avec l'idée initiale, qui est un peu toujours la même, c'est de dire, dans chaque village, il y a une spécialité, et en France, on a 36 000 villages. Donc aujourd'hui, on a 12 000 références à vous proposer, et s'il y a vraiment 36 000 villages, on a encore un peu de travail à faire, surtout que, apparemment, il y a des villages aussi dans d'autres pays, donc on a encore beaucoup de travail devant nous. Merci Laurent. Donc notre deuxième Laurent Weinberg. Bonjour à tous, moi je suis Laurent Weinberg, donc je travaille pour l'agence de développement économique régional ADOC. Donc notre mission c'est d'accompagner les entreprises et donc je suis moi plutôt rattaché au département marché viticole et donc on accompagne la filière viticole principalement à l'export et mon métier c'est d'accompagner collectivement les entreprises sur des salons internationaux professionnels, sur des missions de prospection à l'étranger. Donc ça c'est 90% de mon métier. Et il y a les 10-20% restants qui sont du conseil, de l'appui technique et un petit peu de promotion au travers de concours régionaux.
Merci Laurent. Et Adrien, tu t'es déjà présenté tout à l'heure dans les pitchs, mais on recommence. Oui, ok, merci Arnaud. Rapidement, moi je suis le régional de l'étape ici, c'est le domaine familial, viticole familial sur lequel j'ai passé pas mal de temps et je me suis un petit peu investi, c'était important d'être là pour moi, merci de ton invitation. J'ai créé dans ma bouteille une plateforme d'information consommateur sur les ingrédients additifs et allergènes des boissons alcoolisées, absolument inaudible jusqu'à l'année dernière. On est passé de statut de petite société qui proposait de l'innovation à une société qui répond aux obligations réglementaires qui arrive pour la fin de l'année pour les vins, à la fin de l'année 2023, mais qui va aussi du coup devenir réglementaire très probablement pour les spiritueux demain, avec une obligation d'affichage des ingrédients et des additifs autorisés à travers un QR code. Et j'ai souvent pris comme exemple le Petit Béret, parce que comme il n'y a pas d'alcool, sur une bouteille du Petit Béret, vous avez toutes les données nutritionnelles qui sont affichées depuis le premier jour. Et j'utilisais souvent le Petit Béret qui a innové dans le vin sans alcool. Je pense que vous étiez vraiment la première marque pour montrer que en fait, les gens achètent quand même. Hein, même si on leur dit ce qu'il y a dedans, finalement, ils achètent. Merci beaucoup pour ce tour de présentation. Vous voyez, on a 4 intervenants qui sont très très différents dans leur typologie, parce qu'on a une marque, une plateforme de distribution, du conseil aux professionnels et une application. Le point commun de ces 4 intervenants, et c'est pour ça qu'on les a choisis, c'est qu'ils utilisent tous le digital dans leur stratégie marketing, dans leur stratégie de prospection. Et ce qu'on va voir avec eux, c'est concrètement, et moi je leur ai proposé d'être le plus concret et de donner des exemples, comment est-ce qu'on peut se servir du digital pour être meilleur dans son marketing, meilleur dans sa prospection. Et on va faire ce petit tour de table que vous nous racontez, chacun vos retours d'expérience. Donc on commence par toi, Camille. Alors, le premier volet qui nous permet de créer de la valeur en ligne, c'est évidemment la capacité à créer une plateforme en ligne. Donc nous, on a intégré le digital dans notre stratégie commerciale dès 2016, dès la création de l'entreprise, où Petit Béret a sa propre plateforme. À cela s'ajoutent également des partenariats que nous avons sur le digital avec différentes marketplaces sur lesquelles on peut intégrer également nos gammes de produits et intervenir sur de la digitalisation. Mais effectivement, ça c'est un premier volet qui nous permet de créer de la valeur, mais dans un second temps, il va falloir pouvoir parler à ces consommateurs et les intéresser, auquel cas on va mettre en place des stratégies de web marketing où là, la force de frappe est assez significative finalement, on n'est pas habitué à ça, et on se rend compte finalement qu'on peut être extrêmement flexible dans nos choix. C'est-à-dire qu'on peut ajuster nos ciblages, on peut ajuster nos budgets, on peut ajuster nos objectifs, et du coup se retrouver avec un trafic entrant beaucoup plus qualitatif, tout simplement. Et enfin, le troisième volet, de manière plus opérationnelle, pour vous dire un peu ce qu'on fait dans notre quotidien pour aller générer de la croissance, et ça passe par des éléments d'acquisition, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un nouveau trafic entrant et de nouveaux consommateurs. Donc ça passe par des leviers assez simples, sur du paid, avec des outils comme on peut le voir avec Google Ads, par exemple, en SEA, ou bien avec des outils en référencement naturel, sur du SEO également. Et on travaille également, un sujet important, la fidélisation, comment on conserve nos consommateurs, et on va aller travailler sur de l'emailing ou du marketing automatisé. Voilà. Super, merci. Je rappelle juste les termes pour ceux qui ne seraient pas forcément bilingues digital. SEA, Search Engine Advertising, c'est qu'on achète des publicités ou des mots-clés. SEO, Search Engine Optimization, c'est tout ce qu'on va faire autour du référencement. Voilà, si jamais il y en avait pour qui ce n'était pas 100% clair, j'y serai prêt. Merci. Ouais, et ce qu'on voit dans ton témoignage, c'est qu'on peut avoir sa propre plateforme à soi et puis travailler avec des plateformes tierces. Et ça fait du coup une transition vers toi, Laurent. Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'avant de parler finalement de technique, la première chose en marketing, c'est d'avoir quelque chose à raconter. Et si possible, d'avoir une jolie histoire à raconter. Toute histoire commence par « il était une fois ». Et là, on peut enchaîner quelque chose. Donc nous, ce qu'on attend, quand on référence des produits, quand on cherche des produits, c'est des produits qui ont quelque chose à raconter. Et en fait, tous les produits ont quelque chose à raconter. Il suffit de varier les éclairages, de chercher un peu. Et je pense à un témoignage ce matin d'une dame qui disait « Je suis toute seule dans mon domaine, il faut faire
et la production, et puis aller sur Facebook, Insta, et puis après maintenant sur TikTok et sur Snap, et ainsi de suite. Moi je dis, ce que j'attends d'abord, c'est qu'un producteur il sache raconter son produit, son histoire, le lieu d'où il vient, ses savoir-faire. Après, au niveau d'un site d'épicerie comme bienmanger.com, on essaye de mettre en scène, de mettre en valeur ces histoires et de leur donner le plus de retentissement possible. Je pense que, par exemple, si on prend l'exemple encore une fois de ce matin, parce que je pense qu'il est assez commun chez les producteurs, chez les vignerons, mais aussi chez les producteurs en gastronomie, il y a beaucoup de producteurs qui se disent « est-ce que je dois y aller tout seul ?» Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, il y a des réponses adaptées à chaque cas. Il y a des gens qui vont tout seuls, qui font tout seuls, leur propre site vitrine et leur propre site e-commerce. Ce matin, on nous a donné un chiffre. Aujourd'hui, je crois que c'est 40% des vignerons qui ont un site e-commerce, si j'ai bien retenu la stat. Il y en a qui choisissent d'y aller de façon déléguée en étant présents sur des plateformes, sur des sites tiers. J'ai beaucoup de producteurs, par exemple, sur Bien Manger, qui me disent « mon site, c'est Bien Manger ». Et je mutualise d'une certaine façon le travail parce que je profite aussi de l'audience et des services qui sont construits par Bien Manger. On va avoir 30 à 40 000 visiteurs jour. Alors, malheureusement, ils ne voient pas tous ces 40 000 visiteurs, ils ne voient pas tous les produits, mais on devient un carrefour d'audience ciblé. Et ce carrefour d'audience, on l'entretient par toutes les techniques que vous avez évoquées aussi pour le Petit Béret, à commencer par le SEO, donc le référencement naturel, mais ensuite toutes les techniques d'acquisition ciblée qui permettent de créer un trafic, et une fois qu'on l'a, d'essayer de le retenir, de le fidéliser par différentes méthodes. Et je pense que ce qu'il faut inventer aujourd'hui, en fait, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la technique, c'est plus un frein. Il y a 20 ans, créer un site e-commerce, c'était cher. Aujourd'hui, pour quelques milliers d'euros, on crée un site e-commerce. Donc c'est plus le problème, il est plus trop technique, il est plus tellement sur le contenu, vous l'avez. Il est plus sur la logistique, parce que la logistique, elle est relativement chère, surtout quand on est dans l'univers du vin où on a des produits qui sont assez lourds, assez rapidement. Le problème, il est dans la capacité à recruter une audience. Et c'est ça qui, aujourd'hui, coûte le plus cher. C'est aussi ce que nous a dit notre influenceuse en introduction. Quel que soit le mode de recrutement de l'audience, aujourd'hui, c'est ce qui coûte le plus cher. Et malheureusement, le coût d'évolution de la publicité et du trafic en ligne, il évolue plus vite que l'inflation, parce qu'il y a de plus en plus de marques, et donc il y a de plus en plus de concurrence pour trouver les audiences ciblées, donc le trafic coûte de plus en plus cher. Et donc il y a aussi beaucoup de producteurs qui disent, bon, s'il faut que je produise mon produit, et puis qu'ensuite je fasse un site, que je fasse des jolies photos, parce que les influenceurs, les partenaires veulent des jolies photos, et qu'en plus il faut payer, que ça soit du CPC, du CPL, du CPM très cher, qu'est-ce qui reste à la fin? Donc, savoir quelle est la taille critique, est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse tout seul ou est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse de façon groupée ou déléguée via un site partenaire, je pense que vraiment c'est à regarder au cas par cas, mais il y a des cas où ça peut être intéressant, où il peut y avoir des stratégies hybrides, comme le Petit Béret a expliqué, avec une partie du travail qui se fait sur son propre site et une partie qui se fait en complément via d'autres sites. Et ça, c'est des choses qui peuvent s'inventer au cas par cas. Super, merci. Donc raconter des histoires, hein, déjà, première chose, et c'est un peu ce qu'on disait aussi avec l'influence. Merci beaucoup. Laurent, alors comment est-ce qu'on aide avec le digital, comment est-ce qu'on aide les vignerons d'Occitanie? Alors, moi, c'est un petit peu différent. Donc, on va surtout parler de la prospection, mais en B2B. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Je suis obligé de revenir en arrière. On va parler de la crise sanitaire. Quand il y a eu la crise sanitaire, tous les avions étaient, la plupart, cloués au sol. Et donc, nous, on s'est dit, on ne peut pas disparaître comme ça du marché. Il faut impérativement qu'on arrive à trouver des actions et qu'on reste présent, au moins dans la tête des acheteurs, qu'on puisse créer des trucs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a converti nos actions de prospection à l'étranger en digital, un petit peu forcé. Des fois c'était bien, des fois c'était moins bien. L'idée c'était surtout d'avoir des plateformes qui mettent en relation les acheteurs et les producteurs et de pouvoir expédier les échantillons et qu'il y ait des visios. En général, ça s'est surtout soldé comme ça, des visios avec des dégustations live. Ça permettait de garder du lien, de garder quand même une dégustation live avec le producteur, d'échanger. Et alors, bien entendu, à ce moment-là, le marché, il n'était pas au beau fixe. Donc c'est pas évident de se dire ces opérations, il y a tout acheté parce que ça n'a pas bien marché. En plus c'est faux, mais le marché n'était pas au top à ce moment-là. Donc en fait, dès que les choses sont venues tout doucement à la normale, les gens se sont précipités vers le présentiel. En fait, le digital, on l'a un petit peu mis de côté. Et finalement, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait quand même de très bonnes choses. Le digital ne pouvait pas substituer les actions présentielles. Il y avait quand même de très bonnes choses qui ont perduré.
ce qu'on a pu observer, alors moi je l'ai observé, c'est vraiment à 3 niveaux. Et ces 3 niveaux qui sont importants quand on va démarcher un pays à l'export, déjà au niveau de l'information. Je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais on a vu pléthore de webinaires qui se sont organisés pendant ces périodes-là, puisque les gens voulaient garder aussi une visibilité, forcément. Et aujourd'hui, c'est des choses qui perdurent. Pensez-y, il y a eu Vitisphère qui a fait la météo des marchés, il y a eu Business France, nous, au sein de la TFEO, on a fait pas mal de webinaires avec l'infomarché. Ça, c'est une première étape quand on veut aller à l'export. On se renseigne en fait. On regarde qu'est-ce qu'il y a dans ces pays, comment ça se passe, on récupère des informations. Et c'est déjà une première étape quand on veut aller à l'export. Deuxième niveau, c'est la prospection. Au niveau de la prospection, là, il y a eu un paquet de trucs. On a vu plein de plateformes de mise en relation émerger. Alors, il y avait déjà le WineHub, que vous connaissez peut-être, qui a été créé par l'agence Ad-Hoc. D'ailleurs, il y a le créateur qui est au fond de la salle. Là, je vois qu'il se promène. Et je le salue, il ne m'entend pas. Et il y a eu d'autres plateformes. Il y a Vinexposium 365. Il y a aussi la e-vitrine de Business France. Toutes ces plateformes, en fait, elles perdurent encore aujourd'hui. Elles perdurent parce qu'en fait, il y a des gens qui ont trouvé le salut là-dedans. On arrive à avoir une visibilité auprès d'un public d'acheteurs internationaux tout au long de l'année. C'est intéressant pour garder du lien. Après, il y a eu, il faut me dire si je suis un peu lent, je me dépêche. Ok. Et après, il y a eu aussi tous les salons en visio qui ont émergé, les Hopwine, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça perdure aussi. Ils ont leur petite mignonnette, là, on reconditionne, on envoie. Il y a aussi les online Tasty Wines meetings ou un truc comme ça, ou inversement. C'est des conventions d'affaires à distance, un peu comme on organisait nous, qui sont intéressantes en fait. Et ces choses-là aussi perdurent malgré le retour du présentiel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on veut aller démarcher un pays à l'export, ça permet d'éviter le déplacement, d'éviter pas mal de coûts, et on va aller pouvoir tester son produit. Même si ça ne marche pas immédiatement, on va avoir des retours d'acheteurs et se dire tiens, mon produit il match pas, c'est déjà intéressant. Et après, on voit les plus gros salons, type par exemple Millésime Bio, qui est un salon incontournable du bio, qui a gardé sa version digitale en amont du salon présentiel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle permet à des plus petits d'arriver à les solliciter, des acheteurs, d'avoir plus de rendez-vous. Et en fait, ils font cette version en visio qui ne cannibalise pas la version en présentiel. Et ça génère en fait davantage de rendez-vous, davantage de visibilité. On le voit aussi avec Vinexpo America, moi je l'ai vu, à Wine Paris, on a accès aux listes des exposants aujourd'hui. Donc on a une hybridation en fait des technologies numériques et du présentiel. Et en fait, quand vous avez accès à une liste d'exposants, je ne vais pas vous l'apprendre, mais je préfère le répéter, mais un bon LinkedIn et après peut-être un outil de prospection automatisé type Wallaxy, je sais que c'est une boîte régionale, ou Lemlist qui fait du cold emailing ou autre, on peut arriver, alors c'est technique un peu agressive, mais on peut arriver à se créer un petit réseau et en fait avec, en sollicitant, ça prend du temps, c'est très chronophage ce que je raconte, mais quand on a envie, on ne voit pas les heures et en fait ça permet d'avoir des rendez-vous quand on n'a pas de carnet d'adresse au départ. Et la dernière chose, et je vais clore là-dessus, c'est sur la fidélisation. En fait, moi je travaille surtout sur le marché nord-américain. Et aux États-Unis, les Américains, les acheteurs américains, alors, je généralise, mais il y a plein de cas particuliers, mais ils aiment qu'on vienne les voir. Ils aiment qu'on présente les produits. En fait, avec le Covid, les gens sont moins déplacés. Et ils ont continué à faire ça, mais ils se sont rendus disponibles autrement, avec des visios récurrentes avec leurs clients. Ils ont proposé du contenu qualitatif sur leurs réseaux sociaux. Moi, j'en ai vu envoyer des échantillons avec QR code. QR code avec une dégustation commentée. En fait, on flash la bouteille, j'ai une déguste commentée, une visite du domaine. C'est une manière, en fait, quand on a un peu moins de budget, d'arriver à créer l'événement, créer de la valeur, créer du contenu, d'être présent. Qu'est-ce que j'ai vu encore qui était intéressant chez un domaine ? C'est quelqu'un qui faisait de la formation des équipes de vente de ses clients à distance. Pareil, hyper intéressant à proposer à votre importateur, ça. Il faut y penser. Et dernière chose, et je vais peut-être clore sur ce petit exemple que je trouvais sympa, et je viens de le perdre. Passons, on en parlera plus tard. Grosso modo. Ok, merci beaucoup Laurent pour cet exemple du coup assez concret et c'est intéressant. Il y a un terme qui est revenu chez vous trois, c'est le terme hybride. Le fait d'hybrider, c'est-à-dire d'utiliser différentes plateformes, différents supports. Adrien, quand on est dans ma bouteille, comment est-ce qu'on fait pour utiliser le digital pour augmenter ses clients ? Alors, le digital, déjà, c'est dans l'ADN de ce type d'entreprise, puisque je porte ce projet d'information nutritionnelle qui se fait à travers un QR code et pour un affichage numérique. Donc, l'ADN, le numérique, fait partie de l'ADN et c'est une démarche
d'utiliser la tech pour le meilleur, quoi. En anglais, ils disent tech for good. Et pour autant, j'ai quand même une vision assez old school. Je pense que, par exemple, je t'ai découvert ce matin dans le Midi Libre, en lisant un article qui présentait ta société, et que j'ai trouvé super l'article, j'ai trouvé ta boîte sympa, et je connais même l'actionnaire principal maintenant. Donc on a des infos à travers un journaliste qui sont souvent plus pertinentes que des infos de communication. Donc pour moi, le papier reste quelque chose d'important. Et pour autant, dans mon quotidien, tout est numérique, tout est digital. À commencer pour moi, l'expérience numérique, c'est la relation avec le client. Donc c'est un CRM, la première chose, c'est un outil qui permet d'envoyer des mails à mes clients, de recevoir des commandes, de générer des factures. Pour moi, numérique, c'est automatisation à outrance. Donc je suis une petite start-up, donc il n'y a pas trop de monde, donc j'essaie de tout automatiser au maximum. Avec une structuration aussi. Donc le CRM pour moi c'est la première pierre. Après, sur toutes les parties marketing, donc que j'ai entendu, il y a des outils d'emailing. Alors un peu comme tu disais, moi j'ai un challenge international, puisque aujourd'hui, c'est tous les pays du monde qui vont vendre des vins sur l'Europe qui vont devoir informer le consommateur sur les données nutritionnelles des bouteilles. Donc j'ai un challenge d'aller rencontrer les producteurs en Afrique du Sud. Donc on organise des webinaires qui permettent de parler à des gens en Afrique du Sud à 1h du matin, et ça évite le voyage. Donc il y a l'utilisation du numérique très très simplement. J'aime bien aussi, je parle de choses très simples. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui voulaient me poser des questions sur comment ça se passe pour la nouvelle réglementation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et au final, le temps qu'on prend à s'échanger d'emails pour savoir si on est dispo le lundi ou le mardi, maintenant j'envoie un lien. Je dis, si vous voulez me parler, voici mon agenda, vous choisissez tout seul la date. Et ça a été une petite découverte, mais ça a changé mon quotidien. Comment s'appelle le service? Tout le monde propose, je ne vais pas faire de pub, moi j'utilise Google. Sur Google Agenda, on a un petit lien où on peut donner accès à son agenda. Alors, bon, tout ça, il y a Canva, j'utilise Canva aussi, qui est un super programme. Mais quand on a un domaine viticole ou quand on a une petite start-up avec un projet, une vision à porter, en fait, je me suis vite aperçu aussi que le plus important, c'était de confier ça à des gens qui savaient très bien faire. Moi, je ne sais pas tout faire. Je porte une vision, je porte une petite entreprise, et il y a des choses, par exemple, les réseaux sociaux, au bout de 6 mois, je peux pas. Je peux pas, c'est 100% de mon temps pour créer des images de qualité, je peux pas. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui le faisait 1000 fois mieux que moi. Et pour tout, là aujourd'hui je travaille avec l'agence Eto pour beaucoup de choses, pour tout ce qui est emailing, prospection, création de plugins. Et en fait, on n'a pas besoin on a du savoir-faire qui est là, des gens qui sont spécialistes de ça. Et moi, je m'appuie sur des gens qui savent faire. Voilà. Plus que d'intégrer, aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'intégrer tout, enfin du marketing en tout cas. Je suis plutôt sur la partie développement pur. Et je m'appuie énormément sur la recherche de personnes qui vont me proposer ça as a service. Et ça fonctionne très, très bien. Super, merci. C'était des conseils très très concrets. Comme on a une deuxième table ronde et puis qu'il y a une petite compression du temps, allez, en une phrase, je suis désolé de vous bousculer, en une phrase, une petite conclusion, si vous deviez donner un conseil aux gens qui sont là pour demain, pour s'adapter au futur, pour s'adapter au digital. Alors du coup, l'exercice est un exercice de synthèse. Là. J'avais dit que je ne posais pas de questions pièges, mais là, c'en est une comme quoi. Alors, un seul conseil... je vais peut-être en donner 3, mais hyper rapide. Le premier, c'est ne devenez pas dépendant au référencement payant et créez votre trafic le plus possible sain et qualifié grâce à du référencement naturel. Deuxième conseil, fidélisez vos clients. Le coût du trafic va devenir de plus en plus cher. Acquérir un client aujourd'hui, ça coûte entre 20 et 30 euros. Donc basez-vous sur vos clients qui vous connaissent, qui vous aiment déjà, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Troisième et dernier conseil, pilotez. Peut-être pas quotidiennement parce qu'on n'en a pas toujours le temps, mais gardez du temps pour vous, pour piloter votre activité, comprendre si vous êtes dans vos objectifs, si vos campagnes sont rentables.
tout ce que vous allez mettre en place sur le digital a l'avantage d'être mesurable, donc avec des indicateurs très simples, vérifier que vous soyez toujours dans le vrai. Voilà. Merci beaucoup. Laurent? Je ne dirais pas une phrase, je dirais un mot, IA. On parle de digital. Le digital, ça a 25 ans. Il y a une nouvelle vague qui arrive et qui s'appelle l'IA, qui est en train de tout arracher, de tout changer, de tout révolutionner. Les levées de fonds depuis 2 ans sont juste phénoménales et exponentielles. Donc je pense qu'il y a une grosse partie des métiers du digital dont on parle aujourd'hui qui sont en sursis. Et je pense que dans 3 ans, ça sera Wine Connect numéro 6, sera sous le signe de l'IA parce que ça sera rentré partout. Déjà, vous avez parlé de référencement payant. Maintenant, c'est des perfs max. C'est piloté par l'IA. Les contenus, c'est de l'IA. Les images, faire des jolies images, c'est de l'IA. Les jolies vidéos, c'est de l'IA. Mais demain, ça sera la CRM, ça sera de l'IA. Les ERP, ça va être de l'IA. La logistique, le service client, la compta, de l'IA. Donc, misez un tout petit peu de temps sur l'IA. Il y a un programme qui vient d'être annoncé par le président Macron de IA Boost. Vous pouvez bénéficier de 12 000 € d'aide pour du conseil en IA. Intéressez-vous à l'IA. Je crois que c'est un très bon conseil. Ouais, c'est fondamental. Merci beaucoup. Ouais. Laurent? Ouais, du coup, je rejoins un très très bon conseil. Moi, je vois déjà, c'est un truc tout bête, après je parlerai de mon conseil, mais je vois encore des vignerons qui vont à l'export et qui n'ont pas de site internet en anglais. Demandez à ChatGPT, il vous sort votre site, vous faites une petite relecture quand même pour éviter les conneries, mais rien que ça, et c'est le degré 0 de l'IA, c'est cool. Et ensuite, mon petit conseil, moi je suis un peu ce genre d'événements en général, moi je les aime bien, mais quand j'en sors, je me dis waouh, c'est génial, et en même temps je suis un peu démuni parce qu'il y a 1000 idées, 1000 trucs à faire, et en fait on n'a pas le temps. Et du coup, alors c'est un petit conseil à la con, mais quand on rentre chez soi, en fait on liste ses idées ou ses idées d'action, et en face on va y associer un indice. On va associer un indice sur le gain potentiel lié à cette idée, un indice sur le temps que ça va prendre, et un indice sur le coût que ça va prendre. Alors évidemment, on fait ça un petit peu au dos mouillé, mais en fait, ça permet de hiérarchiser les choses et de prioriser. Et c'est important de prioriser. Et quand vous priorisez, vous allez tout de suite voir le quick win, ce qui va vous faire gagner rapidement, en peu de temps, un gain significatif. Et vous vous lancez là-dedans tout de suite. Et comme ça, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier sur une démarche numérique ou de prospection, et après, on n'a plus qu'à, en général, dérouler. C'est important de mettre le premier pied dedans, de choisir ce qu'on va faire en premier. Merci beaucoup, Laurent. Et rapidement, pareil, Adrien, ton conseil, s'il fallait en garder qu'un? Oui, moi je travaillerai sur un autre mot qui est la transparence. Évidemment, je tire la couverture un peu à moi, mais pour moi, aujourd'hui, le numérique, c'est une ouverture incroyable vers une transparence consommateur. C'est un outil fantastique. Certainement que l'IA y contribuera aussi. Mais voilà, un mot, c'est transparence consommateur. Génial. Merci beaucoup pour votre temps, pour vos éclairages. On fera peut-être toutes les questions à la fin sur la dernière table ronde. Merci à nos participants. Bonjour, je suis Marie Degnaud. Donc, comme vous l'avez vu ce matin, je travaille aujourd'hui pour la Mêlée. Mais ce qui m'amène aujourd'hui à être sur cette table ronde, c'est que j'ai été dans les premières, en étant très honnête, en 2013-2012, à travailler sur le digital et la digitalisation de l'œnotourisme pour la filière viticole. En créant une application qui s'appelle Geovina, qui est un petit peu en sommeil aujourd'hui. On essaie de se réinventer, mais on a essuyé quelques petits plâtres avec le Covid. Et donc aujourd'hui, je suis là pour parler de mon expérience, de mon regard sur la digitalisation de cette partie-là, en tout cas, qui est très importante aujourd'hui pour les vignerons. Génial, merci Marie. Jérôme. Oui, moi c'est bon, voilà. Jérôme Villaret, donc l'agence Les Pépites du Sud. Nous sommes une agence de voyage dédiée aux amateurs de vin sur l'Occitanie. On monte des séjours. On va à la rencontre des vignerons, on dort dans les domaines viticoles, dans les gîtes, dans les chambres d'hôtes. On va manger dans les tables d'hôtes des vignerons. Et on essaie de construire des expériences touristiques pour ceux qui sont amateurs de vin, qui arrivent soit d'à côté ou soit de très loin. On peut recevoir des gens qui viennent d'Amérique du Nord ou d'Asie, en fait. Et à chaque fois, on construit une expérience qui va être différente d'une expérience par rapport aux autres. Merci Jérôme. Et Pascal Barbe. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis l'un des 2 cofondateurs de la société qui s'appelle VinoAce VinoVibes.
On a 2 activités, une pour les consommateurs qui sont des cours d'onologie en ligne et une pour la filière viticole, donc pour les professionnels, où on a un guide digital qui permet de faire visiter les vignobles aussi bien pour les domaines que pour les destinations. Super, merci. Merci pour ces présentations. Eh ben, de la même façon, comme pour nos précédents participants, moi j'ai envie de comprendre quel est... alors toi, ça va être intéressant, Marie, de nous donner ton recul sur ce qui s'est passé. Et puis, messieurs, vous nous parlerez peut-être de comment vous utilisez le digital. Où on finit par toi peut-être, Marie, et on va peut-être faire comme ça. Et je vais dans ce cas-là commencer par Jérôme. Jérôme, comment est-ce que tu utilises aujourd'hui le digital pour développer ton business et trouver des clients ? En fait, la discussion qu'on a eue tout à l'heure, ça rejoint complètement ma vision des choses. Le digital est devenu quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que sans le digital, l'agence n'existerait pas aujourd'hui, en fait. C'est la visibilité extérieure. La première chose, c'est qu'on a besoin d'une visibilité la plus propre possible. Donc, en fait, un site Internet, il doit être le reflet de ce qu'on va apporter, le service qu'on va apporter. Et donc, il faut qu'il soit top, en fait. Il ne faut pas lésiner sur les moyens au niveau de la partie Internet. Et ensuite, il y a un gros travail de référencement et un gros travail de SEO dont on a parlé tout à l'heure pour qu'on nous trouve sur Internet. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir fait un site Internet si derrière on ne nous trouve pas, en fait. Et effectivement, ça a pris du temps à mon niveau. J'ai mis des gros moyens la première année pour l'impulser. Et petit à petit, maintenant, le système se met à auto-fonctionner et on commence à être bien référencé et on commence à nous trouver maintenant. Ok, donc référencement, visibilité, ça c'est vraiment la clé. Vraiment important. Ce que tu me disais, c'est qu'aujourd'hui, 80%, 90% de tes nouveaux clients arrivent directement par référencement, c'est ça ? Tout ce qui est client direct particulier, c'est exactement ça, ça doit être 90% qui arrivent par Internet et qui vont nous trouver et parce qu'ils vont chercher une activité à faire en Occitanie autour du vin. Et en fait, ils vont tomber sur le site Internet. Tu sais le mot-clé qui est le plus cherché par lequel les gens arrivent chez toi ? C'est Onotourisme en fait, et ça va être aussi vignoble du Languedoc en fait. Ouais. Super. Merci beaucoup. Ouais. Pascal, alors comment est-ce qu'on utilise le digital ? Alors nous, on est très digitalisé dans l'entreprise. On est parti du constat qu'on était une toute petite équipe, qu'on est parti de rien. Et donc du coup, on a testé différents canaux. On a testé des canaux payants, on a testé vraiment différentes choses. Donc on a fait aussi du Google Ads. La chose importante, c'est qu'on a toujours mis des indicateurs sur ce qu'on voulait atteindre. Et donc du coup, on s'est rendu compte que notre meilleur canal d'acquisition, puisque c'est ça qu'on parle, de l'acquisition clientèle, c'était du marketing direct, donc notamment à travers de l'emailing. Et nous, on a travaillé beaucoup sur de l'automatisation avec nos logiciels de CRM, donc de base de données clients. Et on utilise des solutions qui sont assez présentes sur le marché, comme Lemlist, qui permet de personnaliser les messages jusqu'aux photos. Donc les photos que les personnes reçoivent dans leur boîte mail ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Donc, ce qui veut dire que pour un producteur de vin, on peut tout imaginer. Par exemple, pour Wine Paris, lui proposer à des acheteurs américains de boire un café avec lui, avec le nom à la manière Starbucks, avec le nom de la personne sur le cup de coffee. Donc et ça va très bien. Et après, on rappelle les personnes qui ont fait le plus de démarches sur nos emails. On voit qui a cliqué, qui est allé sur notre site. Et ça nous permet donc du coup de rentabiliser notre démarchage téléphonique, puisque on ne touche que les personnes qui se sont montrées les plus intéressées vis-à-vis de notre message. Ouais, donc de l'utilisation, dont on a déjà parlé dans le groupe précédent, beaucoup d'utilisation de l'automatisation et du CRM, quoi. C'est tout ce qui est autour du CRM. Oui, tout ce qui est autour du CRM, en fait, les outils numériques maintenant sont très, très, très avancés. Il y a plusieurs solutions qui existent sur le marché et des solutions qui sont vraiment accessibles sur des PME. Puisque certaines démarrent à 20 € par mois, vous pouvez la prendre que pour un seul mois. Et du coup, si vous avez un peu d'inventivité dans votre message, si vous arrivez à être impactant avec un message très direct et qui peut paraître aussi personnalisé, nous, par exemple, on avait fait, puisqu'on travaille sur un guide digital et qu'on travaille sur la marque blanche, on avait fait une photo où on était toute l'équipe avec l'écran derrière et notre application sur l'écran. Et en fait, on a incrusté pour chaque personne qui a reçu notre email le nom du domaine. Donc, le titre de l'objet du mail, c'était « On travaille déjà pour votre no-tourisme ». Et ça, directement, ça nous a amené pas mal de personnes qui directement sont venues vers nous en pensant qu'on avait vraiment travaillé dans ce sens-là. D'accord, avec de la personnalisation, super.
Merci pour cet exemple très concret. Marie, alors c'est quoi ton recul du coup sur la digitalisation de l'œnotourisme avec l'expérience Géovida, entre autres? Oui, alors effectivement, alors moi l'expérience, je vais être un retour très honnête de ma part, hein, puisque moi je suis arrivée sur le marché en 2013-2014, et en fait une question de timing, on en parlait ensemble tout à l'heure, trop en avance sur le marché, pour le coup, avec beaucoup d'envie, alors certains étaient très motivés, mais globalement trop en avance. Donc la digitalisation, voilà, moi j'ai appris en 2000 à faire des sites internet, voilà, et en fait... je vais aborder aussi le regard un peu vigneron et puis Jérôme pourra aussi rebondir parce que Jérôme a été le premier à l'époque où j'ai créé Géovina en 2015-2014, là, ça est arrivé, et le CIVL, à ce moment-là tu étais directeur du CIVL et Jérôme a été le premier à se dire go, il faut y aller, c'est du digital, les gens aujourd'hui ont l'utilité du digital. Alors autant il y avait beaucoup d'utilisateurs du digital, autant les vignerons n'étaient pas prêts. Très honnêtement, hein, je vais être très honnête. Et pourtant, l'envie était là. Mais les vignerons n'étaient pas encore convaincus de cette démarche, de devoir communiquer à travers Internet. Et pour autant, la solution qu'on apportait, c'était vraiment de fédérer, en fait. Et plutôt que d'avoir un vigneron qui communique tout seul, on s'est dit, bon, on va tous les mettre ensemble. Et puis, on va apporter une valeur complémentaire pour que les gens qui cherchent un domaine autour d'eux, en fait, ils aient plusieurs expériences. Et ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas seulement la digitalisation. Aujourd'hui, on va être vraiment dans l'expérience client. Et ça, c'est une partie très importante que doit prendre en compte le vigneron. C'est qu'aujourd'hui, être présent sur des réseaux, communiquer, voilà, TikTok, Instagram, etc. Mais il faut mettre une valeur supplémentaire et apporter son storytelling, donc raconter son histoire, être authentique et en fait apporter une expérience un peu différente. Aujourd'hui, c'est la marche supplémentaire en fait. On a, comme disait Eto tout à l'heure, finalement le digital, c'est juste un outil qui va permettre de véhiculer, c'est un outil de communication. Et aujourd'hui, j'avais envie de dire aux vignerons, j'ai entendu ce matin des réflexions, et en fait, finalement, j'ai pas le temps, ça me dépasse, j'y passe jour et nuit. Voilà, vous avez des gens aujourd'hui qui savent bien faire et qui vous proposent des solutions sur mesure, hein, qui sont tout à fait accessibles. Donc, n'hésitez pas à vous diriger vers eux parce qu'ils sont là pour vous aider. Même moi, quand j'ai lancé ma start-up Géovina, moi, c'est pareil, j'étais toute seule. Et on a dû apprendre aussi à gérer ce temps-là et on a fait appel à des stagiaires, à des alternants. Voilà. On a toujours des systèmes D. On a aussi, j'ai fait passer par des agences conseils qui m'ont sur le design thinking. J'ai fait appel à des professionnels parce que moi-même je ne savais pas faire. Donc on ne peut pas tout savoir faire. Et donc j'ai envie de dire aux vignerons, confiez cette tâche à des gens qui savent et qui pourront vous faire des solutions sur mesure. Super, merci pour ce retour d'expérience. Et puis c'est vrai que une bonne idée digitale, des fois, elle arrive un peu tôt et tout le monde n'est pas prêt à franchir le cap. On l'a vu aussi pour le e-commerce il y a 10 ans, avec le commerce, on était un peu tôt sur le marché. Voilà. Concrètement, comment vous voyez évoluer le futur aussi, puis quels seraient les conseils que vous aimeriez donner un peu concrets, Jérôme et Pascal? Moi, de mon côté, le digital, c'est bien. Mais Marie, tu parlais de l'expérience. En fait, l'expérience, elle reste dans les vignes. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas tout digitaliser. À un moment donné, il ne faut pas oublier que à la partie œnotourisme, à un moment donné, l'expérience, c'est l'amateur de vin qui vient dans un caveau, qui rencontre des vignerons. Et déjà aujourd'hui, le no-tourisme a changé par rapport à il y a 3-4 ans avant le Covid, où il y avait beaucoup de caveaux, où ils avaient une stagiaire, vous alliez au caveau, vous aviez un tarif, vous dégustiez 3 vins, puis vous repartiez. Et puis il y avait des dégustations tous les quarts d'heure. Mais en fait, c'est un no-tourisme qui aujourd'hui est en train de disparaître. En fait, le consommateur apprécie de moins en moins ce type de démarche. Et au contraire, c'est passer du temps avec le vigneron, passer du temps à comprendre son métier, passer du temps à aller visiter des vignes, en fait. Et donc le digital, ça, il ne peut pas bien le faire. Enfin, disons que le digital, il faut qu'il soit en amont, mais pas sur la partie aval, en fait, où ça doit rester le vigneron et son âme, en fait, qui présente son produit, en fait. Donc il ne faut pas non plus tout digitaliser, à mon sentiment, à ce niveau-là. Voilà, c'est mon avis. Ouais, c'est-à-dire que ça reste une expérience un peu physique quand même. Ouais. On ne peut pas toujours pas télécharger le vin, d'ailleurs, à ma connaissance. Ouais. D'accord, donc on garde donc avant, peut-être après. Après aussi. Ouais. Ouais, Pascal, quand on discutait aussi, tu me disais, c'est quoi les limites de la digitalisation, jusqu'où on peut aller dans la digitalisation de l'expérience? En fait, la digitalisation en soi, pour moi, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. En fait, c'est juste un outil. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec l'outil, en fait? Quelle expérience on amène? Si on parle vraiment au no-tourisme,
C'est vraiment le côté expérientiel qui compte. Et nous, on a des clients, typiquement, on a déjà réalisé des balades où on fait mettre le visiteur à la place d'une coccinelle et on le fait aller de vigne en vigne. Ou alors, on a aussi un client qui a raconté toute l'histoire de son village, comment le village qui a toujours manqué d'eau s'est développé avec très peu de surface arable et était un village très propre, très pauvre, jusqu'à l'arrivée du lac, puisqu'on parle du lac du Salagou. Et vraiment, les retours des personnes qui utilisent l'application sont très bons par rapport à ça. Parce que justement, ils ont le sentiment d'avoir la personne à côté d'eux et ils ont une visite qui est immersive, ils ont vraiment un guide qui suit. Mais ce qui compte, c'est presque le support, qu'est-ce qu'on va en faire. Je pense que effectivement, le digital, c'est juste un outil, comme n'importe quel outil utilisé pour la production, quoi. Un outil là, dans ce que tu décris, des choses par exemple pour enrichir l'expérience une fois qu'on est sur la visite, pour ce qu'on appelle l'augmenter. Oui, pour l'augmenter, mais en fait, typiquement, le vigneron dont on parle, c'est une entreprise familiale qui n'a pas le temps de passer une heure et demie avec chacun des personnes qui se déplacent à son domaine et qui va proposer des visites en plus de la dégustation en disant, voilà, si vous voulez en savoir plus, nous, on vous propose cela. Et donc, du coup, les personnes vont pouvoir comprendre par rapport au contenu qu'on a créé ensemble. Voilà. Et l'outil, la digitalisation en soi, c'est vraiment qu'un outil. Ce qui compte, c'est vraiment tout le travail qui a été réalisé, tout le storytelling qui a été mis en place, parce que c'est ça qui est vraiment essentiel. C'est que ça affine le storytelling de chacun de nos clients, quoi. Super, merci. Allez, on fait un tout petit tour de conclusion, Marie, parce que je crois qu'on doit conclure dans une minute. Je vais te laisser le mot de la fin, même pas. Non, mais je vais juste dire deux petites choses. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Pascal. On ne peut pas tout digitaliser. C'est vrai que nous, on avait développé un produit qui s'appelait Geovina Connect. On se baladait de borne en borne, et là, on comprenait la biodiversité. Donc, c'est vrai que c'est un outil aussi éclairant qui va permettre d'amener de la valeur ajoutée. Ça ne remplace pas l'expérience. Parce qu'après, quand on arrive au caveau, d'avoir un vigneron qui vous explique comment il a fait son vin, comme tout à l'heure, Agathe a expliqué comment vous avez dégusté son Riesling, qui est là dans les amphores qui sont juste là sous vos yeux, mais aussi dans ces fûts de chêne et d'acacia. Et il n'y a rien de tel qu'un vigneron pour transmettre ça et transmettre une émotion. Moi, j'ai envie de parler d'émotion. Donc effectivement, on peut apporter une plus-value, une valeur ajoutée avec le digital, mais ce n'est pas forcément une fin en soi. Juste un tout petit truc aussi, je vais être hyper rapide. Je voulais aussi apporter un petit conseil aux vignerons. C'est au-delà du digital, c'est aussi d'utiliser le digital comme un vrai moyen de communication pour rassembler et fédérer sa communauté. Voilà, c'est vraiment aussi quelque chose d'extrêmement important, qui raconte leur histoire, qu'ils témoignent. Je crois que c'est aussi ce qu'attendent les gens en fait, ce qu'attendent l'utilisateur quand ils sont sur Instagram, TikTok. En fait, ils ont besoin. Malgré tout, c'est un réseau social, mais ils attendent de l'émotion à travers cet écran qu'ils ont toujours avec eux, mais ils attendent de l'émotion et je crois qu'aussi il faut savoir leur en donner. Ok, donc le conseil, fédérer les communautés. Si on devait aller en une phrase de conclusion, le conseil à emporter. Pour moi, c'est d'être vrai. C'est-à-dire qu'en fait, sur le digital, on peut dire ce qu'on veut, on peut mettre les photos qu'on veut, on peut se mettre en place un profil qui n'a rien à voir avec la réalité. En fait, je pense au contraire, il vaut mieux, quand on a quelque chose à présenter, que ce soit vraiment ce qu'on est vraiment, et sa propre âme, en fait, ses propres photos, quitte à ce que ce ne soit pas parfait, mais que ce soit les siennes, en fait. Parce qu'après, quand le client il arrive, en fait, il y a un décalage trop important entre la réalité et ce qu'il attend et ce qui est vrai. Alors que si c'est vrai, en fait, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de frustration, au contraire. Donc je pense que c'est très 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 important, c'est que l'image digitale, en fait, elle soit le reflet de l'image réelle derrière, en fait. C'est comme sur Tinder, quoi, si on met une fausse photo, quoi. Oui. Bon. Et en conclusion, Pascal. Moi, je dirais que maintenant, il ne faut plus avoir d'appréhension. C'est vraiment une question en fait de stratégie d'entreprise. C'est qu'est-ce qu'on veut en faire. Il existe des milliers et des milliers d'outils. Nous, je pense que souvent, pour certaines entreprises, on n'est pas fait pour eux. Ça se voit, dès les premiers échanges, on le voit. Donc c'est vraiment quels sont les besoins, à quoi ça va me servir, ne pas s'équiper pour s'équiper. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est suivre selon les objectifs qu'on s'est fixés et en quoi le digital peut servir. Après, le digital aussi, en termes de rétention client, c'est incroyable.
Il n'y a rien de mieux pour faire le suivi, pour garder ses clients, parce que nous, on a quand même des clients à nous qui étaient encore sur du papier, quoi, qui notaient les personnes qui venaient au caveau sur du papier, ainsi de suite. Là, maintenant, ils ont leurs emails, ils ont la notation des vins qu'ils ont aimés, ils peuvent les relancer en fonction des vins qu'ils ont aimés, leur date de naissance, puisqu'on s'en sert grâce à la loi E20, on récupère. Donc, ils ont tout un logiciel derrière qui leur permet d'aller faire du démarchage et de fidéliser les clients, quoi. Donc, c'est vraiment ça, en fait, c'est se servir d'un outil parce qu'on sait qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre stratégie, quoi. Merci beaucoup.